conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien exclusif de Télé Sahel reçoit ce soir le professeur Issoufou Yahya, titulaire d'un doctorat en histoire, d'un doctorat en sciences politiques, d'un master 2 en études stratégiques, défense et sécurité. Professeur Issoufou Yahya est un universitaire bien connu, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni. À ce titre, il contribue à la formation et à l'encadrement des officiers supérieurs de l'EFOFAN et à l'école militaire supérieure. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la visite d'une délégation russe de haut niveau au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Une délégation conduite par le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Alexandre Novak, qui a entamé une visite de quelques heures dans les 3 pays de l'AES. Une visite pour renforcer les liens de coopération et d'amitié qui existent désormais entre la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à la grande satisfaction des populations de l'Alliance des États du Sahel. Professeur Issoufou Yahya, nous verrons au cours de cet entretien exclusif quels sont les enjeux de cette visite d'un dirigeant russe de haut niveau dans les 3 pays de l'AES, quels sont les avantages pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso d'entretenir des relations de coopération avec la Russie dans le contexte actuel que vivent les 3 pays. Cette coopération sera-t-elle fructueuse pour les 3 États qui ont choisi de s'affranchir de la tutelle de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France? Quels sont enfin les domaines dans lesquels la Russie peut aider ces différents pays de l'espace AES? La réponse à toutes ces questions dans cet entretien. Et pour entamer cette émission, cette question, le vice-premier ministre de la Fédération de Russie a effectué une visite éclair dans les 3 pays de l'AES en fin de semaine. Quel commentaire vous inspire cette visite d'un haut dignitaire russe dans les États de l'Alliance du Sahel? Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Abdoulaye Tchamogo, et merci de cette invitation. Merci pour ce que vous faites pour le service public et le fait de donner la parole à tous les citoyens. D'accord. Alors, depuis que le Niger est visible sur la scène internationale, depuis les événements du 26 juillet 2023, oui. Il ne se passe pas un jour sans que, de par le monde, on ne parle du Niger. Même quand ça ne nous concerne pas, oui. Il faut faire une digression pour parler du Niger. C'est qu'il y a un avant et un après ce coup d'État. Alors qu'une délégation de haut niveau russe vienne au Niger, en soi, ce n'est pas étonnant. Il faut s'attendre à ce que peut-être même le président Poutine vienne au Niger, à tout le monde, au Mali ou au Burkina. Parce que ce sont des pays aujourd'hui qui sont dans l'actualité, des pays potentiellement riches qui ont vécu un passé colonial douloureux qu'ils sont en train de solder. Et le fait que le vice-premier ministre russe soit au Niger, c'est que la nature de ce que veulent les dirigeants a fait qu'on est dans des choix qui sont beaucoup plus responsables que ceux qu'on nous jetait, pour ne pas dire cette coopération au lance-pierre où on nous donne juste ce qu'on ne veut pas, à lieu et place de ce que nous voulons. C'était les autres qui décidaient pour nous, qui décidaient de ce que nous voulons, alors qu'aujourd'hui, le narratif a changé. Nous savons ce que nous voulons et nous savons vers qui aller le chercher. Et en particulier, c'est ce qui justifie vraisemblablement cette venue du diplomate vice-premier ministre russe de la Fédération de Russie à Bamako, à Ouagaï et puis à Niamey. Voilà. Pas ailleurs, mais dans ces 3 pays qui sont aujourd'hui à la croisée du chemin et qui ont fait un choix responsable de leur futur. Parce que le Niger de 2100, le Niger de 2050, c'est aujourd'hui qu'il se dessine avec des responsables, des responsables à la hauteur des enjeux futurs pour nos différents États, puisqu'on fait
certes une course individuelle, mais aujourd'hui on est en équipe. L'AES est une réalité avec laquelle il faut aller. Désormais compter. Absolument. D'accord. Professeur, quels sont les véritables enjeux de cette visite du Premier ministre de la Fédération de Russie dans ce pays? Quels sont les enjeux? Alors, quand on prend aujourd'hui sur le plan économique, la Russie est une économie qui pèse. La Chine également. La Turquie, l'Iran, c'est des pays dont les économies dépassent de loin même celles de la vieille Europe, pour parler ainsi. Donc, ces pays se sont industrialisés. Ils ont une plus-value et sur le plan économique, l'Inde, la Chine sont devant la plupart des pays européens. Donc, il y a ce que nous voulons, il y a ce qu'ils peuvent nous apporter en lieu et place de ce que les autres veulent nous donner. À l'échelle de l'histoire, qu'est-ce qui a appauvri nos entités? C'était qu'on nous donnait des plumes, qu'on échangeait des plumes d'autruche contre les richesses. Et bien le CFA, c'est l'équivalent de cette plume d'autruche d'autrefois qu'on donnait à nos responsables en contrepartie des richesses. Donc, en termes économiques, c'est des pays qui ont une maîtrise très poussée de l'agriculture, qui ont une maîtrise technologique, des pays potentiellement riches, des pays où la puissance militaire y est. La Russie est une puissance atomique, la Chine également, l'Inde aussi, l'Iran, c'est une puissance militaire. C'est des pays qui ont connu cet affrontement avec l'Occident, qui sont affranchis de l'Occident pour exister par eux-mêmes, se développer par eux-mêmes. Et je pense que si on prend l'exemple de la Russie, pour ne parler que d'elle, d'abord aujourd'hui l'enjeu, c'est l'espace. L'espace. Qui contrôle le haut? Comme disent les militaires, contrôle le bas. Le bas. Mais le haut, aujourd'hui, c'est l'espace. L'espace est un enjeu considérable et les Occidentaux, en particulier les Russes, les Chinois et autres, ont accès et ont une maîtrise très poussée de cet Occident. Ce qui, en termes militaires, pourrait aider nos pays qui sont dans des situations de guerre. Donc, savoir où se trouve l'ennemi, qu'est-ce qu'il prépare. Je crois qu'il n'y a que le contrôle de l'espace qui peut nous le permettre. Deux, quand on prend la Russie, la Turquie ou l'Iran, c'est des pays qui ont une maîtrise électronique et technologique, en particulier les drones. Aujourd'hui, on est passé de la guerre napoléonienne à la guerre, comme on dit la doctrine de la guerre à zéro mort. La guerre, elle est technologique. Certains n'ont même pas besoin d'un déploiement militaire, puisque le contrôle des frontières est électronique. L'engagement, il peut être aussi électronique sur la base des drones et autres. Et c'est ce qui a manqué à nos pays pendant longtemps, pendant une bonne décennie, où les dirigeants n'ont pas vu venir cette nébuleuse, où à tout le moins, ils n'ont pas compris les enjeux que c'est le pompier. En réalité, le pompier, c'était lui le pyromane. Et donc aujourd'hui, la réalité est là et sur pas mal de plans, comme par exemple la pétrochimie, la Russie, elle a toutes les matières premières que nous avons. Donc elle a développé un savoir-faire de haut niveau, comme les autres puissances d'art, en matière de pétrochimie, en matière nucléaire, en matière d'autres domaines, la transformation des minéraux. Donc, on a besoin de ce savoir-faire pour nous développer, puisque l'enjeu aussi, c'est de sortir du bas pour aller tutoyer aussi les autres puissances. Sur le plan agricole, pour peut-être aussi me prononcer, c'est que c'est un grand producteur, la Russie. Tout comme d'ailleurs la Chine et les autres. Alors, il y a un savoir-faire qu'il nous faut acquérir. Et je pense que l'une des premières choses que nous devons faire, c'est envoyer les jeunes se former. Envoyer massivement les jeunes se former dans tous les domaines stratégiques et venir servir le pays. D'accord. Professeur, de manière très concrète, quels sont les avantages que le Mali
le Niger et le Burkina Faso peuvent tirer de cette relation de coopération avec la Russie? Puisqu'aujourd'hui c'est établi, les 3 pays entretiennent des relations avec la Russie, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Hein? Voilà. Absolument. Le Niger, le Mali et le Burkina sont des pays qui ont un potentiel dans leur sous-sol qu'on ne peut avoir que peut-être en Russie et dans quelques rares pays au monde. D'accord. Donc c'est des pays qui ont la matière première. Mais en même temps, la Russie, comme les autres, ne vendent jamais la matière première. Il ne faut jamais vendre la matière première parce que vous ne vous enrichirez jamais. Alors, comme la Russie vit à 96% sur la base de ses ressources naturelles qu'elle transformées et qu'elle transforme, qu'elle exploite, eh bien, elle peut apporter ce savoir-faire à des pays qui ont quasiment les mêmes richesses, mais qui ne s'en sortaient pas parce qu'il y avait une politique qui les plombait. D'accord. Deuxième élément, en termes de commerce, je pense que aujourd'hui, l'utilisation de la monnaie, pour ne pas dire la monnaie de singe, la monnaie coloniale, le franc CFA, oui, est quelque chose qui ne permettra jamais à nos pays de se développer. Et donc, changer cette monnaie, changer les règles aussi du commerce international, puisqu'il n'y a plus que le dollar, il n'y a pas que le dollar ou que l'euro, aller vers d'autres monnaies dans un cadre de panier commun, je pense que ça aiderait considérablement nos pays à se développer, à aller vers, en tout cas, un développement. D'accord. Oui. Ok. Et on va avancer. Hein. Quels sont les domaines précis de cette coopération où la Russie peut aider les 3 pays de l'AES dans le développement économique et social de cette zone, là où peut-être la France a échoué? Alors, la France a échoué partout. Hein. Il faut pas avoir peur de le dire. D'accord. L'économie française reposait sur les ressources, les matières premières des autres. Donc, c'est des pays qui se sont bâtis sur l'exploitation d'autrui. Et cet autrui, ce sont ces pays qu'on disait pauvres, mais aujourd'hui qui sont bien en vue. Immensement riches. Immensement riches. Et donc, ce qu'on peut, en termes économiques, tirer de cette coopération russe, d'abord, il n'y a pas cette infantilisation où on dit, bon, on va venir vous protéger. Oui. Non, non. Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, c'est à nous de définir nos priorités. Qu'est-ce qu'on veut? Oui. Si notre priorité, c'est la sécurité, qu'est-ce qu'on veut sur le plan sécuritaire? Qu'est-ce qui est fondamental pour nous? Et donc, je le disais, ce qui est fondamental, c'est nous donner des renseignements en temps utile, partager les images satellitaires, entre autres, former les responsables militaires de haut niveau, donner ou échanger ou acheter le matériel qui nous convient, pas ce qu'on voulait juste nous donner parce qu'on a besoin un peu de recycler du vieux matériel. Bon, on le fourgue à des gens qui sont irresponsables. Donc, tout dépend de notre sérieux. Et je pense que le narratif a changé parce qu'on est sérieux. Et donc, sur le plan stratégique, on a besoin justement de ces technologies de pointe. On a besoin de cette technologie de pointe également dans le domaine, alors sans aller au stratégique, dans le domaine tactique, militaire, dans le domaine tactique où l'engagement des forces est utile pour avoir des résultats. Et dans le domaine opérationnel aussi, puisque on a vu le Mali, par exemple. Pendant longtemps, l'enjeu, les Maliens voulaient récupérer Kidal. On leur dit c'est impossible. Aujourd'hui, les Maliens ont recouvré l'intégralité de leur territoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Mali, mais il y a cela. Alors, nous savons ce que nous voulons. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont pris les armes contre leur pays. Ceux-là, il y a peut-être parmi eux des gens raisonnables auxquels il faut parler. Il ne faut pas faire l'économie du dialogue. Mais ceux qu'il faut combattre, il nous faut cette technologie, il nous faut ces installations pour les combattre parce qu'on a un pays à construire pour les générations futures. On a un pays riche qui a tout ce qu'il faut
comme n'importe quel autre pays au monde. Et la Russie, c'est un pays continent. C'est 17 millions de kilomètres carrés, c'est vaste. C'est très vaste. Alors, on réduit toujours la Russie à quelques strapontins. Non, la Russie, vraiment, c'est un continent qui a une profondeur stratégique, qui a un savoir-faire et qui ne se mêle pas de la politique intérieure. Et si beaucoup de pays existent aujourd'hui, c'est grâce à l'Union soviétique, à la Russie. Si on a une Chine aujourd'hui entière qui se porte bien, c'est grâce à la Russie. C'est ça. Et toutes les guerres de libération, c'est la Russie, l'Union soviétique qui a aidé pour que les gens acquièrent une indépendance, une autonomie. Et je pense que l'actualité fait que le Tchad et le Sénégal... Ah oui, bien sûr, ça on l'a vu, ont aussi demandé le départ des forces françaises. Ces pays sur lesquels la France voulait se baser pour nous taper. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont pris conscience, ces pays, que c'est nous qui étions dans la bonne voie et qu'eux étaient, comme on dit, les fameux esclaves de salon. Et c'est une bonne chose que les pays, les responsables politiques au plus haut niveau se soient réveillés pour voir la réalité et affronter les questions de développement. D'accord. Parlons toujours de coopération. On peut aujourd'hui dire que la coopération entre la Russie et ces pays, c'est une coopération gagnant-gagnant, c'est ça? On peut le dire avec beaucoup d'aisance, dans la mesure où il n'y a pas d'infantilisation. Le Niger ne demande pas l'installation des Russes sur son territoire, en tout cas à ma connaissance. Bien sûr. Et ce n'est pas le choix des autres. Les autres se sont imposés une installation, nous ont imposé une installation chez nous. Des bases militaires. Voilà, toutes les bases, tout celui qui voulait une base militaire choisissait là où il voulait l'installer. Or, aujourd'hui, la coopération, elle est gagnant-gagnant dans le sens où chacun sait ce qu'il veut et l'autre sait qu'il peut apporter dans le domaine. Donc il y a ce domaine militaire, mais il y a d'autres domaines, en particulier la coopération économique, le savoir-faire. J'insiste beaucoup sur le savoir-faire, parce que la maîtrise technologique... Parce qu'on avait une importante délégation, des opérateurs économiques qui étaient dans la délégation. Voilà, il ne faut pas mettre le curseur seulement sur la dimension sécuritaire. Je pense qu'il y a la dimension politique et la dimension économique. Et la dimension culturelle, parce que ce soit la Russie, l'Iran, la Turquie, c'est des vieilles civilisations. On nous enseigne l'histoire de l'Europe, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, mais c'est des pays qui ont une histoire. Et si on parle d'histoire de l'Europe, la première fois, c'est dans les conflits, les guerres médiques, 5 siècles avant Jésus, qui ont opposé les Grecs et les Perses. Donc c'est des vieilles civilisations, c'est des économies. Vous prenez la Turquie, il y a 30 ans, 40 ans, la Turquie était dans les profondeurs de classement. Aujourd'hui, la Turquie est membre du G20. Ça, c'est une économie performante. La Turquie comme l'Iran tutoie le Canada en termes économiques. Donc c'est des pays qui se sont réveillés, qui se sont développés à la sueur de leur front et de leur savoir. Donc, ils ont acquis le savoir et ils ont mis ce savoir au service de leur peuple. D'accord. Et, professeur, pour finir cet entretien, quelle sera votre analyse de la situation en tant qu'historien et politologue sur les événements intervenus au Sahel, où la France, on peut le dire comme ça, a perdu du terrain dans les 3 pays réunis au sein de l'Est et peut-être bientôt dans d'autres pays de l'espace francophone dont vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Tchad et du Sénégal? La France n'a pas su faire face aux réalités politique, économique et sociale. D'accord. La France, pendant tout son rayonnement du siècle de Lumière à aujourd'hui, s'est bâtie, s'est nourrie des autres. Et qu'il y a un moment où ça ne pouvait plus continuer. Il y a une jeunesse qui est là, qui est bien informée, qui est beaucoup plus en phase avec les réalités du XXIe siècle, qui est une jeunesse comme celle des autres pays. D'accord. Et donc, cette France s'est toujours accoquinée avec les dirigeants
pour un peu leur faire peur sur leur maintien au pouvoir. Moyennant leur richesse, moyennant leur territoire, moyennant vraiment des choses qui s'apparentent aux plumes d'autruche dont on a parlé, oui, bien sûr. La pacotille. D'accord. Et donc, cette France n'a pas su voir la réalité, et avec le dirigeant qu'elle a aujourd'hui, vraiment quelqu'un qui est une sorte de donneur de leçons, ça ne pouvait pas aller. Oui. Et donc, cette arrogance peut-être. Cette façon de minimiser l'autre. Et donc, je pense que l'époque est révolue. Et que sur ce plan, elle a totalement échoué. Il faut que maintenant, elle prenne en compte les réalités. Elle a profondément exploité les autres. L'uranium, ce n'est pas l'uranium du Niger, c'est l'uranium français. Aujourd'hui, c'est l'uranium du Niger. Que vaut la France sans ce tyrannie? Le Niger a su, avec les responsables au plus haut niveau, préserver les intérêts du Niger. Et qu'est-ce qu'on demande de mieux à un chef, à un président, que de défendre les intérêts de son pays? Et ça, il faut le saluer. Deuxième chose à saluer, l'indépendance, la souveraineté qu'on a acquise aujourd'hui. On peut parler à qui on veut, sans demander la permission. Bien sûr. Les attributs de servitude comme le maintien des bases, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est terminé. Ou c'est terminé. Ce qu'il faut au Niger aujourd'hui, c'est cette fraternité, cette solidarité, parce qu'il y a tellement d'enjeux pour bâtir notre pays. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'aucune question ne devrait être tabou. Il y a des questions sociales, il faut aussi les mettre sur la table, avec la manière. Et maintenant, aller vers le développement qu'on veut pour nous, comme toutes les autres nations du monde. Personne n'est plus intelligent que quelqu'un d'autre. Mais c'est une question de responsabilité. C'est une question aussi de choix politique. À nous de faire les choix politiques qui s'adaptent à nos réalités. À nous de voir quel est le système politique à même de tirer le Niger vers le haut. La plupart des pays développés, c'est en une cinquantaine d'années. Mais bien sûr, bien sûr. En une cinquantaine d'années, si les uns et les autres taisent leurs divergences pour regarder l'intérêt de leur pays, eh bien, dans les 50 prochaines années, on déclassera beaucoup de pays européens. D'accord. Donc, il y a cette justice sociale, j'insiste un tout petit peu là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, les choix responsables. Savoir ce qu'on veut et aller là où on peut l'avoir. Je pense que c'est beaucoup plus utile pour notre pays que ce qu'on a connu où on nous faisait un don de moto ou d'ordinateur. Je pense que cette infantilisation, heureusement, elle a pris fin. D'accord. Merci, professeur. Merci vraiment. Merci vraiment pour cet entretien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif de Télé Sahel. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que notre invité est le professeur Issoufou Yahya, historien, politologue et enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui vient de faire une analyse sur les relations entre la Fédération de Russie et les 3 pays de l'AES avec la visite du vice-premier ministre de la Fédération de Russie dans ces 3 pays. Excellente soirée à tous. Au revoir. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.